Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction des exercices numéros 9 et 20 de votre livre, page 24-26. Et on commence par l'exercice numéro 9. Alors on vous dit que le mercure est un métal dont la température de fusion vaut moins 38,8 degrés Celsius et celle de l'argent vaut 961,8 degrés Celsius. Et on vous demande de déterminer de ces deux métaux lequel de ces deux métaux est photographié ci-contre, sachant que cette photographie a été prise à 20 degrés Celsius. Et bien sûr, on vous demande de justifier votre réponse et donc d'expliquer votre raisonnement. Bien, alors avant de commencer, nous allons faire un petit rappel sur les différents états physiques qui existent, ainsi que les changements des états physiques. Donc pour cela, je vais commencer par faire un axe de température dirigé vers le haut. Donc la température croît lorsque je monte. Et vous savez qu'il existe donc trois états physiques. Alors ces états physiques sont pour le plus condensé, donc pour les températures les plus faibles, eh bien l'état solide. Puis ensuite un état un petit peu moins condensé, c'est l'état liquide. Et enfin, lorsque la température monte, eh bien ce même corps passe à l'état gazeux. Et pour passer d'un état à un autre, eh bien, il y a donc des changements d'état qui se font à des températures bien précises pour les corps. Chaque corps pur a sa température de changement d'état qui lui est propre pour une pression donnée. Et donc, le passage de l'état solide à l'état liquide s'appelle la fusion et on peut donc indiquer ici sa température de fusion qui vaut, dans le cas de l'argent, 961,8 degrés Celsius. Et le passage de l'état liquide à l'état gazeux, pour information, donc c'est la température d'ébullition. Donc ici on ne nous donne pas la valeur, mais peu importe. Et juste pour rappel, sachez que le changement d'état inverse donc là on a dit que le passage de l'état solide à l'état liquide c'était la fusion, mais de l'état liquide à l'état solide c'est la solidification. Et sachez que cette température elle est parfaitement identique à la température de fusion. Donc ici cette température c'est aussi la température de solidification pour l'argent. Et de la même façon, le passage de l'état gazeux à l'état liquide s'appelle la liquéfaction, qui sera égale aussi à la température d'ébullition. Bien, ça c'était juste pour rappel. Je vais faire là exactement le même graphique maintenant pour le mercure. Bien, à présent, essayons de répondre à la question. Donc, pour savoir à quel état se trouve le métal à 20 degrés Celsius, eh bien, je me repère par rapport à ces courbes et je regarde 20 degrés Celsius où c'est situé par rapport à telle ou telle température. Donc ici, 20 degrés Celsius pour l'argent, eh bien, je vois bien que c'est en dessous de 961,8 degrés Celsius, donc je suis sur la partie état solide. Donc effectivement, cette photo ne peut pas représenter l'argent à 20 degrés Celsius. L'argent donc n'est pas à l'état liquide à 20 degrés Celsius. Par contre, on s'aperçoit que 20 degrés Celsius est supérieur à cette température de fusion pour le mercure. Donc on est quelque part ici, sachant que ces deux courbes ne sont pas du tout à la même échelle. Hein, d'accord. Donc 20 degrés Celsius par exemple, on est par ici, donc on est effectivement à l'état liquide pour le mercure. Donc effectivement, cette photo correspond bien à du mercure. Nous allons à présent écrire une phrase pour pouvoir rédiger cette réponse. Alors, nous allons écrire que la température de fusion pour l'argent est une valeur supérieure à 20 degrés Celsius. Donc, l'argent est à l'état liquide à 20 degrés Celsius. De la même façon, la température de fusion pour le mercure est inférieure à 20 degrés Celsius. Donc ici, la photographie montre que c'est bien le mercure qui est liquide à 20 degrés Celsius. Passons à l'exercice suivant. Le numéro 20, une pastille pour rafraîchir la laine.
Alors, on vous dit que l'on se propose d'extraire et d'identifier quelques espèces chimiques d'une pastille utilisée pour rafraîchir la laine. Cette pastille a été broyée, on lui a ajouté quelques millilitres de cyclohexane qui est un solvant dans lequel les espèces qui constituent justement toute la pastille sont solubles et donc on va pouvoir justement en réaliser une CCM. Donc sur la ligne de dépôt qui est ici, on vous dit que l'on dépose une goutte de solution S, donc c'est la fameuse pastille qui a été broyée et donc qui contient des composés chimiques que l'on cherche à déterminer. Et puis nous avons ici d'autres 4 dépôts qui constituent les corps de référence, à savoir le citral, le menthol, le calyptol et le limonène. Alors dans un premier temps, on vous dit qu'après élution et révélation, on obtient donc le chromatogramme qui est ici. Alors, rappelez le principe d'une CCM. Donc, une chromatographie sur couche mince, eh bien, c'est une technique qui permet, ça c'est vraiment ce qui est écrit dans votre cours, de séparer puis d'identifier donc des espèces chimiques. Donc là, on vous demande exactement cette phrase-là qui est donc mentionnée dans votre cours. Donc je ne l'écris pas ici, je le fais oralement et à vous de prendre les notes nécessaires. Alors deuxième question, on vous dit que les espèces à analyser sont toutes incolores. D'écrire donc une technique permettant de les révéler sur le chromatogramme. Eh bien rappelez-vous de ce que nous avons fait en TP. Nous avions aussi des espèces chimiques qui étaient incolores et pour les révéler, eh bien, nous avions utilisé donc un révélateur de taches qui, ici en TP, on avait pris une lampe à ultraviolet. Il y a d'autres techniques comme plonger toute la plaque dans une solution de permanganate de potassium, ça on ne l'a pas vu en TP, mais si vous dites simplement qu'on peut utiliser par exemple la lampe UV, ben c'est bien. Troisième question, on vous demande de nommer les espèces chimiques qui sont identifiables dans la pastille. Donc déjà, on s'aperçoit que la pastille contient 1, 2, 3, 4, 5 espèces chimiques. Donc effectivement, on a bien un mélange et non pas un corps pur. Alors que les espèces chimiques de référence ici contiennent toutes une seule tâche, donc on pourra dire que ce sont des corps purs. Alors, à présent, on va faire une lecture horizontale pour pouvoir déterminer la présence éventuellement des éléments de référence qui se retrouvent dans la pastille. Pour ce faire, il faut vérifier que l'on a des tâches qui sont au même niveau horizontalement. Et en effet, nous avions vu en cours que si on a 2 tâches au même niveau, cela signifie qu'il s'agit de la même espèce chimique. Donc, je regarde, est-ce que la solution S, donc issue de la pastille, contient du citral. Le citral donc a une tâche ici, mais je ne vois pas l'équivalence au niveau de la solution S. Donc on peut dire que le citral n'est pas un élément qui est contenu dans la pastille. Par contre, on s'aperçoit ici qu'au-dessus du dépôt de menthe, il y a une tâche qui est apparue qui est au même niveau que celle-ci. Donc ça veut bien dire que la pastille, donc ici la solution S, contient du menthol. De la même façon, le calyptol dont on a fait un dépôt ici a formé une tache à ce niveau que l'on retrouve au même niveau ici pour la solution S. Donc là encore, cela signifie que la pastille contient bien de l'eucalyptol. Par contre, au niveau du limonène, on a une tache à ce niveau et nous n'avons pas une tache au même niveau. Donc, la pastille ne contient pas de limonène. Alors, on va pouvoir écrire ceci, que la pastille pour rafraîchir la laine contient 2 espèces chimiques identifiables qui sont le menthol et le calyptol. Alors, juste pour continuer l'analyse, on peut dire aussi autre chose. Vous vous apercevez que au-dessus de S, il y a cette tâche, celle-ci et celle-ci, je vais les entourer. Ces 3 tâches ici n'ont pas d'équivalence dans les éléments de référence. Donc, on peut juste dire que la pastille contient également 3 autres espèces chimiques
non identifiable sur cette CCM. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez bien compris et je vous souhaite de bonnes révisions.